Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fais la diff, la web-série imaginée par et pour les communicants internes, préparée par l'AFSI et tournée ici chez Nouvelle Voix. Et on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième émission. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos réactions à la première, ça nous donne envie de continuer. Que vous soyez communicant, interne, externe, étudiant, cette émission elle est là pour une chose, pour vous permettre de faire la diff dans vos missions de communication interne avec un dossier du mois qu'on a sélectionné qui va être très sympa, Valentin. Dossier particulièrement alléchant puisqu'on va parler ce mois-ci de l'humour en com interne. Alors, utilisez l'humour pour vos productions, bonne, mauvaise idée, quelles sont les règles à respecter, quels sont les pièges à éviter, les pots de banane à contourner. On va en parler avec un super plateau d'invités. Effectivement, Valentin, et comme le mois dernier, les infos du réseau, l'agenda, la carte blanche du mois, je pense qu'on est prêt pour une super deuxième émission, n'est-ce pas, Valentin Tamar? Non, ça ne te plaît pas. Ok, on fera pas ça en com interne. C'est parti pour la deuxième de Fais la diff. Vous le savez, la communication interne, c'est du lien. Et le lien, ça se cultive. Place maintenant à l'actu et à la vie de la communauté AFSI avec Valentin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et on débute avec le volet ressources de l'AFSI que vous pouvez tous consulter avec d'abord 2 webinaires que vous pouvez retrouver en replay. Replay donc accessible sur le site de l'AFSI. Le premier traitant d'anti-greenwashing. Et oui, le greenwashing, ça peut concerner également la communication interne. Et donc là, sur la base du second volume de l'ADEME pour lutter contre le greenwashing, on a eu un super webinaire, l'ADEME d'ailleurs, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de publier sur son blog et dans sa newsletter un article suite à cette production. Comment éviter les risques, les pièges, les enjeux liés à cette thématique. Tout a été évoqué, vous le retrouverez. Deuxième webinaire, cette fois-ci sur la communication SQVCT. Pour santé, qualité de vie, des conditions de travail, acronyme pas évident. Et en fait, Agathe Mertel des laboratoires Expansience nous a fait un super témoignage et vraiment nous a partagé plein de choses sur notamment comment est-ce que la communication interne peut-elle soutenir concrètement ces démarches SQVCT. Et puis surtout, comment est-ce que tout ça peut devenir un véritable levier d'engagement au niveau du collectif. L'actu du mois est aussi consacrée aux réseaux régionaux de l'AFSI. Aujourd'hui, on va quasiment aux 4 coins de France. Quelle est notre première destination, Valentin ? Eh bien, première destination, le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine et en particulier Bordeaux, où nous avons Mélina et Marina qui, se proposent de redonner un second souffle à cette communauté qui s'était un petit peu assoupie, pendant l'hiver. Donc, profitons du printemps pour redynamiser cette communauté locale. Au-dessus de Bordeaux, il y a les Pays de Loire et Nantes. Et cette très belle ville de Nantes, on y sera le 30 avril prochain sur l'invitation de l'APECOM, qui est l'association locale de communication, pour y parler de podcasts et de web-séries, sujet qu'on connaît bien ici, pour se demander si ce sont des formats pertinents en matière de communication interne. On va encore plus haut pour la deuxième, destination régionale avec les Hauts-de-France. Voilà, le Tour de France avec son étape nordique et notamment à Lille avec le lancement officiel de cette nouvelle délégation locale autour de Marie-Gaëlle Michelin, qui est notre administrative, qui est votre référence localement et qui a organisé avec les Voies navigables de France, qui nous font le plaisir de nous accueillir sur une matinale où on parlera de com managérial. Ça sera le 24 mars et on pourra écouter Françoise et Séverine. Tout à fait, qui nous relateront leur expérience de l'école du management. Donc c'est une initiative qu'elles ont lancée et qui vous permettra de découvrir en quoi la communication managériale constitue un levier stratégique permettant d'accompagner le changement, de donner du sens, bref, de placer la com interne comme pratique au cœur de la transformation des organisations. Alors j'ai révisé dans les Hauts-de-France, il y a aussi la Picardie. Bravo Stéphane, tout à fait, tu es bon pour le bac. On ira d'ailleurs à la capitale de la Picardie, qui est Amiens, où on sera reçu dans les locaux de l'ESC de la ville par le club des communicants locaux et on y parlera tout simplement du métier de communicant interne. Et ce sera le 26 mars. On termine ce Tour de France avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et tout d'abord Grenoble. Grenoble, où je tiens à saluer au nom de toute l'équipe et du conseil d'administration de l'AFSI, Brigitte Sarrazin, qui pendant plus de 10 ans a œuvré à l'animation
création de ce réseau. Brigitte, qui passera la main à l'occasion d'un événement, et notez déjà la date, ce sera le 19 juin. Sachez qu'on a déjà 2 autres personnes dans les starting blocks prêts à prendre la relève. Donc voilà, venez saluer Brigitte pour tout le travail accompli et accueillir ses successeuses. Après Grenoble, on va sur Lyon à présent. Lyon, on s'est déroulé le 3 mars dernier une super matinale dans les locaux d'Inextinso où on a pu parler de communication de crise. Une communication de crise autour de plusieurs témoignages. Tout à fait, très donc, riche. Constance Lozé de l'agence Ecno nous a partagé, on va dire, la théorie, les méthodos, les outils pour gérer et anticiper le plus possible justement la crise et savoir comment communiquer une fois que la crise explose. Ces éléments étant illustrés de manière extrêmement concrète et par des retours d'expérience, à la fois d'Élodie Chadel-Amanou de la RATP, mais aussi d'Agathe Trigna d'Inextinso, qui ont pu en fait donner corps à ces informations extrêmement concrètes et utiles. Et le PDG d'Inextinso a également expliqué comment l'entreprise s'était comportée à la suite d'une cyberattaque en 2021. Pour se dire au revoir, Valentin, comme ce sont souvent les membres qui parlent le mieux des événements qui se sont tenus, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Florence Fissolo qui nous parle de son expérience. Un grand merci à toute l'équipe pour l'organisation de cette matinale dédiée à la communication de crise, ainsi que pour le déjeuner qui a prolongé les échanges dans un cadre convivial et de grande qualité. Merci également à nos hôtes qui nous ont très bien reçus. Les interventions et les retours d'expérience ont été particulièrement inspirants pour nous et très utiles, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Nous avons beaucoup apprécié d'échanger entre pairs. À bientôt! Merci Florence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois délicat, puissant et peut-être un peu sous-estimé en com interne. C'est l'humour. Est-ce qu'on peut faire de l'humour en com interne? C'est la question qu'on va se poser. À quelles conditions ça fonctionne? Quels bénéfices on peut en attendre? Et comment trouver le bon curseur pour créer de la connivence sans tomber à côté? Voilà, moi ça m'arrive souvent de tomber à côté, pour être tout à fait honnête. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos 2 invités. Lise Favret, bonjour Lise. Bonjour. Ravi de t'accueillir à ce micro dans cette 2e émission. Alors Lise, tu as 2 casquettes. Tu es directrice de la communication interne chez Bell, la vache qui rit. C'est pas rien, on choisit nos invités, franchement, c'est trop bien. Et tu as une autre mission, c'est Chief of Staff. Je commence à mal parler en anglais, on va pas y arriver. Auprès de la VP RH du groupe. Exactement. Donc c'est ce double regard et ton expérience. Alors à la vache qui rit, on fait de la com interne avec de l'humour, d'après ce que je comprends. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Timothée Barrière t'accompagne. Bonjour Timothée. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors toi, tu es directeur des éléments de langage du groupe L'Oréal, avec un rôle transverse international sur la cohérence des prises de parole internes, externes. Donc on va avoir la vue de monsieur et EDL de L'Oréal. Ah si, monsieur EDL. Est-ce qu'on peut, dans les EDL de L'Oréal, faire de l'humour? C'est la réponse que tu vas nous apporter tout à l'heure. La réponse est oui, parfois. Ah, il a tout spoilé. Bah là, il a tout spoilé. Allez, première question, je vais vous la poser. Allons tout de suite dans le cœur du sujet. Quand on parle d'humour en com interne, Lise, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on peut définir? Alors, on sait ce que c'est l'humour, mais bon. Bah justement, c'est une bonne question. Oui. Parce que qu'est-ce que l'humour en com interne? Pour moi, l'humour, il y a différents niveaux. T'as l'humour, blague, qui pour moi n'a pas forcément sa place en com interne. La blagounette, elle dit voilà. pas. Non, ok. En revanche, ça peut aussi aller sur une tonalité, ça peut aussi aller avec des éléments de connivence, des visuels, des petits moments comme ça qui participent à mettre une tonalité et une impression détendue, de connivence, de proximité. C'est des petites touches ici et là. Exactement. C'est pas le gros humour truc, là, un peu gras par exemple. On n'y va pas. Voilà. Okay. Moi, c'est ma vision en tout cas de l'humour en com interne. Très bien, Timothée. C'est un peu la même chose, c'est qu'on n'est pas là forcément pour faire rire, mais au moins pour arracher un sourire dans une communication. Moi, je viens de la presse au départ, et par exemple, j'aime beaucoup les titres qui interpellent et qui font sourire et qui vont donner envie de lire. Donc, par exemple, dans la newsletter interne de L'Oréal, c'est ce qu'on essaie de faire. On fait des titres très éditorialisés, un peu drôles, pour donner envie aux gens de lire. Et ça marche quand c'est, évidemment, bien dosé. Bon, on va en parler. Pourquoi l'humour peut être un levier en com interne spécifiquement? On parlera de dosage tout à l'heure. Alors l'humour en com interne, justement, c'est ce que tu disais, ça sert aussi à attirer
l'attention, ça peut servir à mémoriser. Ouais. Ça peut servir aussi. En fait, ça participe à la culture d'entreprise. S'il y a une volonté aussi d'avoir, dans pas mal d'entreprises, il y a une volonté de rassembler, d'engager autour d'un objectif commun, etc. Le fait d'avoir une tonalité qui est plus détendue, qui joue sur la connivence, ça peut participer à plus d'adhésion, plus de proximité et aller tous vers un objectif commun. Ouais. Et puis il faut pas trop en abuser non plus, parce que j'imagine que lorsqu'on en fait tout le temps, finalement, ça peut aussi perdre de son intérêt. En fait, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé l'émission, c'est que il faut savoir doser. Je redis exactement ce que tu as dit, mais il faut savoir surprendre aussi. Ah oui. Il faut savoir le faire là où on s'y attend pas, et c'est là où on surprend et on active la mémorisation, on active le sourire plus que le rire à gorge déployée, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est de créer un moment dont les gens se souviennent. Ouais, toi, tu remarques, Timothée, que ça améliore la lecture des contenus, ça améliore l'ouverture d'esprit, en fait, c'est ça, de faire de l'humour chez L'Oréal. Il y a deux choses. Je pense que ça permet de sortir du flux, parce qu'on est toujours noyé de messages. Oui, c'est ça. On est dans un monde de bruit, et donc ça permet d'émerger. Donc, quand il y a une petite surprise, un petit trait d'humour, déjà, ça va attirer l'attention plus facilement. Et par ailleurs, quand on a par exemple une émission, un town hall qui dure 1h30, où il y a beaucoup de gens qui parlent, où les gens commencent un peu à fatiguer, il faut placer de manière assez stratégique à de bons moments des intermèdes d'humour, soit une petite vidéo ou juste une petite blague. On s'autorise ça chez L'Oréal, de mettre un peu d'humour dans des communications internes, oui, bien sûr. Ouais. Pour faciliter le fait que les gens écoutent jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Et il y a un exemple qui est assez symptomatique. On a fait une vidéo de 15 minutes sur la transformation, c'est très long. Ah oui. Mais chaque minute, il y avait une interaction qui était demandée au public pour garder leur attention tout le long de la vidéo. Et en fonction de leur choix, ils pouvaient avoir soit un moment drôle, soit un moment sérieux. Et l'incertitude a créé vraiment de l'attention tout le long. Ouais. Donc on a réussi à faire passer des messages un peu complexes dans une vidéo assez longue. Oui, parce que tu dis aussi, en préparant cette émission, que ça favorise la mémorisation, l'humour. Vous êtes d'accord tous les deux, ça marche. L'humour, en fait, ça produit de l'ocytocine et ça facilite la mémorisation des messages, c'est assez clair. Et ça peut se mesurer aussi dans les outils internes. Merci, docteur. Voilà, tu me prends une ordonnance, parfait. Plein d'ocytocine pour David. Plein d'ocytocine pour moi. Lise, quelles sont les conditions qui permettent de faire de l'humour? Peut-être que chez Belle, avec la vache qui rit, on est dans un contexte favorable. Quand on signe, on sait qu'on signe pour la vache qui rit, notamment. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais peut-être qu'il n'y a pas toujours les conditions qui sont favorables pour ça. En fait, il y a plusieurs conditions de base pour se permettre de faire de l'humour, ou en tout cas d'apporter cette tonalité un petit peu spécifique. Évidemment, c'est plus facile dans une entreprise qui va bien. Eh oui, bien sûr. Dans une entreprise aussi qui a un climat aussi assez serein, s'il y a des tensions sociales, sur des résultats... On n'y va pas. On n'y va pas, ou en tout cas on réfléchit. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas y aller du tout. On pourrait aller même dans des contextes sociaux compliqués, on pourrait même se permettre des... Ça dépend, tout est à doser, à affiner, et on en parlera tout à l'heure certainement, mais il faut se préparer, on peut pas improviser. Quand on fait de l'humour. Ouais. Donc déjà, si le climat est bon, là, ça favorise, voilà. Et puis après, il y a, on parle de l'ADN du groupe. Évidemment, en tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup plus facile de faire de l'humour et d'instaurer ce climat dans une entreprise qui a des marques. Alors, il n'y a pas que la vache qui rit, qui est dans cette tonalité. Non, mais c'est un vrai... Il y a des équipes qui travaillent sur d'autres marques, donc pardon à elles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart, même toutes nos marques du groupe, véhiculent cette image-là. Ouais. On a vache qui rit, Babybel. Pareil, Babybel, c'est les publicités, c'est des petits personnages qui sauvent le monde. Et puis on fait un clown avec la cire. Et puis on s'amuse, on a Kiri qui est sur un autre territoire, mais qui est aussi sur des territoires de l'enfance. On a Pompot, pareil, ça aussi, ça véhicule de la gaieté, etc. Donc en fait, c'est se servir aussi de l'ADN d'un groupe, de ces marques, pour faire un levier vers de l'humour et de la connivence. Et quand on parle d'éléments de contexte, favorisant ou non, j'imagine que la dimension très internationale, ça doit pas être forcément simple pour faire de l'humour, Timothée. Ça, c'est certain qu'il faut la prendre en compte, parce que l'humour n'est pas perçu de la même façon à Paris, qu'à Shanghai, qu'à New York. C'est assez évident. Donc, il y a un besoin de trouver des références universelles. Alors, comme tu disais, il y a certaines marques chez nous qui pratiquent déjà l'humour. CeraVe, par exemple, utilise des artistes très connus. Et l'avantage, c'est qu'on a aussi beaucoup d'ambassadeurs très connus, ce qui aide pas mal. Pas moi encore, hein.
Malheureusement. Bientôt peut-être. On compte sur toi pour le Super Bowl 2027. Mais donc, quand on a des références communes avec des acteurs qui ont une portée globale, c'est plus simple. Après, on peut aussi avoir des références universelles, quasi universelles grâce aux plateformes de Netflix, etc. Oui, ça marche, Et qui créent une culture commune sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des références qui seront perçues par le plus grand nombre. Ou en tout cas, ça dépend des communications, mais on s'adresse aux Gen Z, ils vont avoir la ref, que ce soit à Mumbai ou à Paris. Donc on s'appuie sur des choses internationales pour pouvoir faire de l'humour lorsqu'on est dans un contexte si large. En fait, c'est la vache qui rit. On en revient toujours à la vache qui rit. La vache qui rit. On revient toujours à la vache qui rit. Voilà. Tous les ans, il y a un projet artistique qui est lancé par notre lab. Et on a un laboratoire d'art contemporain. Et tous les ans, la boîte de vache qui rit est revisitée par un artiste. Il y a eu Buren, il y a eu plein d'artistes. Voilà. Il y a 3 ans, je crois, c'est une artiste, qui avait fait une boîte de vache qui rit, et la vache qui rit avait une perruque blonde. Et à ce moment-là, on avait un town hall. Un town hall, c'est quoi Un town hall, c'est une prise de parole de notre direction à tout le monde, partout dans le monde, rediffusé à tous les collaborateurs connectés du groupe. Et moi, je prépare, voilà, c'est les vœux, c'est un peu statutaire, etc. Et surtout, ça ne vient pas de moi. Allez, 24 heures avant, on me dit, ils vont venir en perruque. Ok. Ouais, allons-y. On y va. Voilà. Et donc, ils sont rentrés sur scène tous les deux avec leur perruque blonde. Et alors, ils l'ont pas gardée pendant 1 heure de town hall. Ça a marché. Et ça a super bien marché. Mais c'est l'effet intéressant. de surprise et le... Est-ce que il faut que la pomme tombe non loin de l'arbre pour que ça marche? La personnalité du DG ou du PDG et voire de la DIRCOM est essentielle pour que l'humour passe. Parce que si c'est quelqu'un qui va être dans une communication très institutionnelle, on peut pas le forcer à être drôle. En revanche, si lui-même a une appétence pour faire du décalage, alors là, on peut y aller avec beaucoup plus de facilité. Et Nicolas Hieronymus, qui est le nouveau DG de L'Oréal depuis 4 ans, quand il est arrivé, il a fait, par exemple, instaurer une nouvelle façon de faire une vidéo des vœux qui est extrêmement scénarisée, extrêmement drôle, à chaque fois un univers différent. En 2025, on a fait une vidéo où c'était une sorte de mélange entre l'Odyssée de l'espace, Star Trek et Star Wars, avec tout le DG qui était... Qui s'autorise cet humour-là. Qui s'autorise, qui s'amuse à s'habiller en costume de capitaine d'amiral de la flotte intergalactique, et il joue le jeu jusqu'au bout. Comment on trouve le bon curseur? On en vient à cette question-là. Un curseur avec des humours qui sont pas les mêmes, ne serait-ce que dans un pays, et là, vous êtes tous les deux dans des contextes internationaux, avec des blagues, des cultures, des valeurs qui sont très différentes. Comment vous faites concrètement, vous, pour tester ça? Est-ce que d'ailleurs vous le testez? C'est aussi une question. Il faut absolument le tester et il y a plusieurs niveaux. Déjà, est-ce que ça va faire rire l'équipe resserrée autour de soi? Déjà, c'est le premier test. Test 1. Idéalement, si on a des collaborateurs... Ça fait sourire, si je peux me permettre, c'est ça. Oui. C'est ça. Voire faire rire, on sait jamais. Ah, c'est jamais. Si on a des collaborateurs d'autres nationalités à proximité, on va la tester auprès d'eux. Sinon, on va aller faire des relais dans les pays pour voir si ça peut passer chez eux. Et si ça passe ces 3 étapes, et si ça fait rire le DG ou la DIRCOM aussi, c'est important. Ça compte quand même. On peut y aller. Alors, il y a toujours un petit risque, mais si on prend jamais de risque, on n'avance pas et on sort pas du flou. Ouais. Voilà. Tu testes aussi, toi? Oui, je teste aussi. Et moi, je rajouterais aussi un élément, c'est que une des bases de la communication interne, c'est de définir la tonalité. Eh oui. La tonalité qu'on va avoir. Et tout ça, c'est... Quand on réfléchit à une stratégie de communication interne, tout ça, ça se définit. La tonalité, dans notre stratégie éditoriale, quel est notre niveau. Et ça va nous permettre aussi de sortir du cadre de temps en temps. Je dis pas forcément qu'il faut monter le curseur hyper haut à chaque fois, voilà. Mais si on est clair sur notre tonalité, la tonalité qu'on veut faire passer, du coup, on peut sortir, être un peu en dessous des fois quand il y a des sujets très sérieux, être au-dessus quand on peut se le permettre et quand toutes les conditions sont réunies. Mais je suis d'accord que le tester aussi sur moi, limite. Les différences culturelles sont plus importantes encore peut-être que les différences générationnelles. Ah oui. Moi, c'est ma vision à moi. Parce qu'aujourd'hui, on a des codes un peu, voilà, et même nous, on n'a plus 20 ans, mais on peut Pas loin, presque. Voilà. Mais il y a des choses quand même qu'on arrive à capturer. L'humour, les différences culturelles et surtout les jeux de mots. À l'international, on fait pas de jeux de mots. Non. De toute façon, parce que même en plus, nous, on travaille en anglais, ce qui n'est pas notre langue maternelle. Donc en fait, on peut faire des jeux de mots, mais ça se trouve, un anglophone de naissance, il va pas le comprendre. Ouais. Un truc qui nous fait rire, nous, voilà. Donc, surtout dans un contexte international, le manier avec précaution et le faire tester avec des anglophones ou d'autres langues, enfin, voilà, culturelles et langues. Et
Excuse-moi. Et je pense qu'il y a une règle générale aussi, c'est que l'humour ne doit jamais se faire au dépend de la crédibilité du message qu'on veut donner. Il faut que ça l'appuie, mais il ne faut pas que ça l'annule. Voilà, donc, c'est une règle aussi à avoir en tête à chaque fois. Et il y a un risque aussi lorsqu'on manie l'humour en com interne que les équipes s'en emparent et peut-être cherchent à du coup aller plus loin. Comment on maintient cette tonalité, ce cadre-là? Moi, j'ai le souvenir d'une grande entreprise dans un laboratoire pharmaceutique où les équipes d'année en année faisaient justement des vidéos de vœux de plus en plus drôles jusqu'à devenir complètement trash et jusqu'à devenir complètement impossible et c'était diffusé. Donc comment on y arrive? Ça va pas être simple. Vous donnez quelque part le là en fait avec votre tonalité. Ça revient à ce que disait Lise. Il faut vraiment des guidelines éditoriales extrêmement claires depuis le début, fixer quand même des limites, fixer aussi une gouvernance pour être sûr que les contenus proposés soient revus par les bonnes personnes pour éviter que n'importe quoi soit fait. Non mais ça c'est certain. Et qu'on respecte toujours cette question de crédibilité. Ouais. Donc il faut les écrire et les diffuser et les faire appliquer, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, c'est sûr. Pour terminer notre échange, est-ce qu'on a 2-3 pièges à éviter lorsqu'on fait de l'humour Pas improviser. Ça s'improvise pas. Ça se réfléchit. Est-ce qu'on a la bonne tonalité, le bon niveau qu'on veut mettre, etc. Ne pas blesser. Je pense que c'est aussi ce qui doit être notre driver, en tout cas, ce qui doit nous définir. C'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une bonne phrase, ça. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Et que si on a un doute sur peut-être que ça pourrait blesser, on n'y va pas. Voilà. Est-ce que tu en as d'autres? Faire de l'humour avec et pas de l'humour sur quelqu'un. Donc, on s'interdire des discriminations de genre, de handicap. Ça, c'est presque évident. Ça, c'est vraiment le gros piège. Le gros piège, c'est d'être trop lourdeau aussi. De garder quand même un niveau qui reste un niveau professionnel malgré tout. Voilà. On prend. Très bon conseil. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission. Moi, je vous retrouve dans quelques instants. J'aurai le plaisir d'interviewer Adeline Pérez, qui est humoriste d'entreprise. On aura son regard également. Mais là, tout de suite, Stéphane est dans le studio avec Sandra Dorville, qui a été directrice de la com interne chez Danone. Elle a aussi des expériences à nous partager. C'est notre grand témoin du jour. Merci beaucoup. Merci David. Nous poursuivons ce dossier consacré à l'humour avec une invitée qui a fait de l'audace et de la connivence sa marque de fabrique. Bonjour Sandra Dorville. Bonjour Stéphane. Vous avez passé 25 ans chez Danone, un groupe où vous avez grandi en même temps que la communication interne dont vous étiez la responsable. Vous avez géré des projets d'envergure mondiale avant de devenir aujourd'hui consultante en engagement et communication. Alors on a souvent dit que Danone était une école porteuse d'un double projet économique et social, mais on va voir avec vous que c'était aussi une école du sérieux sans se prendre au sérieux. Avant de se plonger directement dans le rôle de l'humour et la façon dont vous l'avez utilisé, on va revenir sur une anecdote liée à votre parcours, parce qu'au tout début, vous n'étiez pas dans la communication interne, vous étiez guide, interprète dans des musées, en tout cas c'est ce que vous vouliez faire. Vous faisiez des chroniques à la radio, une petite radio qui s'appelait Paris FM, et c'est à la suite d'une de ces chroniques que vous avez fait une rencontre qui a tout changé. Oui, exactement, Stéphane. J'avais fait des études de guide-interprète. Je commençais ma carrière, j'avais une vingtaine d'années. Et en parallèle, pour m'amuser, c'est marrant, c'est vrai, c'était vraiment ça pour m'amuser, je faisais des chroniques dans une radio gratuitement pour m'entraîner. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une voie. Et dans ces chroniques, donc c'était des chroniques sur Paris, sur l'histoire, avec des enfants, et je m'amusais beaucoup. Cette radio a fermé, et 1 an après, je reçois un coup de fil de la secrétaire générale de cette radio que je ne connaissais pas. À 20 ans, on ne regarde pas les dirigeants. Qui me dit « Je suis directrice de communication de chez Danone. Je me rappelle de votre passage à la radio. J'avais aimé votre énergie, votre audace, Écoutez, est-ce que vous voudriez travailler avec moi chez Danone ?» Donc, j'ai cru au début que c'était une blague. J'ai dit « Vous vous êtes trompé de personne. » Et pas du tout. Donc, elle m'a embauchée. Et 25 ans après, j'y étais encore. J'y restais 25 ans. Est-ce que finalement, c'est ce côté hybride, sans les codes classiques des grandes écoles, qui vous a permis d'oser l'humour là où d'autres seraient restés peut-être plus conventionnels ? Alors,
Peut-être, parce que c'est vrai qu'en étant guide-interprète, j'ai vite compris que lorsqu'on a une audience, il faut la captiver, il faut la séduire. Et donc, j'ai développé ça assez rapidement, de comment on séduit une audience. Et c'est vrai qu'en communication interne, on a des salariés. Et donc, comment on les engage, comment on capte leur attention pour transmettre des messages de stratégie, etc. Et je pense en effet que ça m'a beaucoup aidé, en fait, toute cette formation, de me dire, oui, c'est ça, c'est aussi convaincre par la parole, par les mots, par les événements qu'on fait. Donc, je pense que ça m'a aidé toute ma carrière. Ça a permis d'humaniser des messages, notamment à une époque où la com interne était un petit peu le parent pauvre. Alors oui, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment, on en parlait, c'était faites une newsletter et on passe à autre chose. Et lorsqu'on a fait le lien entre la communication interne, l'engagement des salariés et la performance, c'est là où la com interne a explosé, j'aurais dit il y a 10-15 ans en fait. Alors, nos invités juste avant, Timothée et Lise, disaient que l'humour crée de la complicité. Pour vous, est-ce que c'est un simple bonus pour faire plaisir ou c'est un véritable outil stratégique, indispensable pour faire adhérer à une vision à un instant T ? Alors j'en suis plus que convaincue, l'humour c'est pas du tout un gadget. L'humour c'est un booster de performance, un booster d'énergie. L'humour, ça se travaille, c'est fragile, c'est compliqué, mais lorsqu'on le maîtrise et lorsqu'on arrive à l'utiliser, c'est incroyable. C'est incroyable. D'abord, ça casse les codes, ça casse les hiérarchies, ça donne une ambiance tout de suite dans un collectif, une ambiance de créativité, parce qu'on se permet des choses. L'humour permet à des personnes dans une salle d'être peut-être autrement que ce qui ne serait lorsqu'il y a trop de sérieux. Donc l'humour, c'est vraiment aller chercher le meilleur des gens dans un collectif. Et quand vous parlez de boost, en fait, ça, c'est des témoignages que vous avez reçus aussi de salariés. Oui, des témoignages, et puis des témoignages aussi du vécu, de l'expérience. Le nombre de fois où je suis rentrée dans une réunion où on parlait d'un yaourt, j'ai l'impression qu'on annonçait le décès d'une personne dans la société. Donc j'étais là, on va peut-être s'amuser, on va peut-être revenir, voilà, on va pas se prendre au sérieux, on va travailler sérieusement, mais amusons-nous. Et c'est vrai que je passais mon temps à dire, mais on a le droit de s'amuser en fait en travaillant. On remet les choses en perspective, c'est un outil pour ça, mais il faut que le cadre éditorial soit clair. Dans l'un des premiers projets que vous avez manié avec l'humour, vous avez dû traiter d'un thème un petit peu aride, la compliance. Alors rien que le terme est compliqué, mais en plus sa traduction en français est pas non plus géniale. On pourrait dire rapidement que c'est l'éthique dans la façon de mener ses affaires. Vous avez transformé ce sujet en une série humoristique pour embarquer tout le monde. Racontez-nous. Alors, je me rappellerai toujours quand les équipes juridiques viennent vers moi et disent « Oui, il faut vraiment qu'on communique sur la compliance ». Le mot, je ne le comprenais pas. Je ne comprends pas ce que c'est que la compliance. Donc, ça va être difficile. Et donc, en effet, on me dit c'est l'éthique au travail. Et je ne sais pas si c'était une déformation, mais l'éthique, j'ai eu du mal à comprendre l'éthique TH. Donc je pensais que c'était vraiment la petite bébête qui pique. Et en fait, la compliance, c'est un peu ça. C'est plein de petites bébêtes qui piquent, mais qui sont clés dans une entreprise. Et donc on s'est amusé, on a créé une web-série qui s'appelait L'éthique, donc la bébête au travail. Et on barrait l'éthique, la bébête, et on écrivait le bon mot. Et on a fait une web-série de 10 épisodes, un peu à la Catherine et Liliane, donc 2 salariés, donc des vrais salariés Danone, avec des sketchs qu'on avait écrits nous-mêmes avec eux. Et on en a fait 10 et ça a cartonné. Donc en fait, tous les messages étaient passés. Et c'est devenu une best practice dans tous les pays, toutes les filiales de Danone. On l'a traduit dans différentes langues et tout. Donc c'était vraiment une belle réussite. Là où un message conventionnel aurait sans doute moins impacté et où les salariés se seraient moins emparés effectivement de la thématique. Alors l'humour, il faut, quand on le manie, faire attention à ne pas blesser. On a parfois aussi peur que l'humour décrédibilise le sérieux contenu dans le message. Finalement, quelle est la limite pour rester crédible ? Est-ce qu'il faut être soi-même un créatif aussi pour oser ce style ou tout le monde peut s'en emparer ? Alors, je pense que tout le monde peut s'en emparer. Ça se travaille, donc ça se teste aussi, l'humour. Et en fait, il est d'autant plus fragile en entreprise qu'on n'a pas choisi son public. En entreprise, voilà, on a des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des opinions politiques différentes, etc. Et donc, c'est d'autant plus fragile là-dessus, d'autant plus sensible. Et là, il y a vraiment des limites à ne pas dépasser. C'est lorsque ça devient agressif, lorsque ça devient discriminatoire, lorsque ça devient personnel.
tout ça, c'est juste pas possible en fait. Il faut être authentique et savoir le doser, c'est ça ? Tout à fait. Il faut être authentique et puis il faut être aussi dans une sorte de neutralité. En fait, l'humour, il a de la force lorsqu'il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas en entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui sont des irritants, etc. Mais lorsqu'on pose cet irritant collectif, comme ça, à l'oral, face aux dirigeants, c'est là où ça a de l'impact et c'est là où ça devient drôle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, si c'est pas de l'humour, ça peut être un sourire ou finalement de la bonne humeur dans une réunion et on embarque tout le monde. Vous étiez dans un groupe international, vous avez dû tenir compte donc des différences culturelles. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je sais qu'il y a eu une expérience en Afrique du Sud. Oui. Donc j'ai eu la chance de travailler en Afrique du Sud et c'est vrai que lorsqu'on est étrangère dans un pays, la barrière culturelle est très forte et l'humour est très différent. Et donc en fait, pour attaquer et pour travailler l'humour et communiquer avec les Sud-Africains, j'ai beaucoup travaillé l'autodérision de nous, tous nos clichés français, en fait, que je posais là, parce qu'ils étaient en moi, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, je travaillais beaucoup sur « we, French people », tu vois, je m'excusais même de dire « I'm French, but I'm like that », je ne peux pas changer, « but you are South African, and sorry, but vous aussi, vous avez des petits défauts ». Et donc, je m'amusais beaucoup de ce décalage. Et l'autodérision, c'est vraiment, effectivement, un outil fort dans l'humour. Pour finir, Sandra, quel conseil vous donneriez à une communicante ou un communicant qui voudrait utiliser l'humour comme outil de réussite ? J'aurais envie de dire, amusez-vous. Amusez-vous quand vous faites de la communication interne, parce qu'en fait, l'humour, le sourire, même quand je dis humour, c'est pas des éclats de rire, mais juste déclencher un sourire chez des gens, c'est puissant. Et donc je vois beaucoup parfois des outils de communication qui sont très beaux, très bien faits, etc. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Et j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous liriez ça pendant 8 minutes ? Donc en fait, adaptez-vous aussi à notre monde actuel, adaptez-vous à ce qui fait, et amusez-vous. Il faut que ce que vous lisiez ou ce que vous écriviez, ça vous plaise et ça vous fasse marrer, en fait. Finalement, c'est du marketing interne. Le client, c'est le salarié. Exactement. Il faut l'accompagner, il faut lui donner du fuel. La com interne, c'est du marketing interne. Donc, de l'énergie plutôt. C'est ça. Et lorsqu'on met autant d'énergie pour une marque, pour des campagnes externes, en fait, je pense qu'il faut mettre autant d'énergie pour les salariés, pour faire des campagnes internes, des messages qu'on veut passer, pour notre public qui sont les salariés. Donc c'est vraiment du marketing. Et on leur donne du sens. Merci Sandra Dorville, on l'aura compris avec vous, l'humour en communication interne, c'est un peu comme le sel dans la culture d'entreprise. S'il en manque, c'est fade. S'il y en a trop, c'est immangeable, mais bien dosé, c'est ce qui donne tout son goût en l'engagement. Merci Sandra. Merci Stéphane. David, la parole est à toi. Bonjour Adeline, merci d'être avec nous pour cette deuxième émission. Bonjour. On va parler d'humour ensemble et je suis ravi que tu sois avec nous. Alors, je vais te présenter, Adeline. Tu es créatrice de contenu et humoriste, spécialisée dans le monde de l'entreprise. Avec tes vidéos publiées sur le compte Un Amour de Chef, tu rassembles une communauté très importante. Alors ça donne le vertige, hein, je le dis tout de suite. 160 000 sur TikTok, 140 000 sur Insta et 100 000 sur LinkedIn, sur des sujets d'entreprise, corporate, de l'humour d'entreprise. Donc c'est quand même énorme. Et tu décris d'ailleurs avec humour les coulisses du monde du travail, la Gen Z, le recrutement, les RH, ou encore les relations parfois compliquées avec certains managers. D'ailleurs, tu as récemment publié un livre aux éditions Hachette, Manager toxique, un mode d'emploi dans lequel tu analyses les mécanismes du management toxique et les manières d'y faire face. Tu as été confronté à différents types de management, Adeline, pendant 14 ans dans le monde corporate marketing, ce qui nourrit ton regard qui est très juste, très très drôle sur l'entreprise, et on va parler avec toi du coup de l'humour que tu pratiques au quotidien. Ma première question, Adeline, c'est celle-ci. Lorsque tu interviens dans une entreprise, quelle est la première chose que tu observes avant de faire de l'humour ? Alors, déjà, moi j'ai besoin de faire beaucoup de préparation avec les entreprises pour faire un humour qui va coller et qui va marcher. Donc pour ça, j'ai besoin d'échanger énormément avec les personnes. Et là, c'est là où tu te rends compte comment elles s'expriment. Est-ce qu'il y a un jargon très corporate ou est-ce que c'est un petit peu plus casual et ça va m'aider tout de suite à comprendre où je vais mettre le curseur de l'humour.
selon déjà les cultures d'entreprise. Donc le jargon et les relations entre les personnes, ça va être très important. Tu vas voir qui c'est qui décide, ceux qui parlent pas, s'ils s'interrompent toutes les 5 secondes, parce que j'ai eu un cas comme ça où je parle avec la personne et puis elle est en train d'expliquer, oui, alors nous on a 54% d'employés qui sont... Et là il y a Corinne qui dit Chantal, excuse-moi, je te coupe, c'est pas 54, c'est 53,3. Ah oui, pardon, autant pour moi. Donc déjà, tu vois, tu dis OK. Et moi je note micromanagement. OK. Donc tu te mets pas en rupture par rapport à la culture, tu la prolonges et tu t'adaptes en fait à ce que tu observes dans la culture de l'entreprise, c'est ça ? Oui, pour moi c'est très important de ressentir, d'absorber un maximum de matière, de voir le jargon, la vibe et de capter tous ces petites choses auxquelles quand on est en entreprise on ne fait plus vraiment attention. Tu sais, t'es dans le bain, tu y vas. Et moi en tant qu'externe, je vais les noter parce que ça va être tellement évident et je fais très attention aux susceptibilités. Parce que certaines personnes ont des égos et tu vas pas arriver avec une vanne où tu dézingues le PDG parce que si le PDG il rigole pas, en dessous ça va pas rigoler. Donc t'arrives à jauger ça, la susceptibilité du PDG, t'arrives à jauger ça, tu lui parles, je sais pas. Et j'essaye. Et là je me dis de toute façon l'humour, il faut vraiment faire attention à pas viser les personnes. Et le contexte de l'entreprise est très important. Donc, je vais beaucoup analyser. Si c'est une entreprise qui a des soucis en plein PSE ou quoi, voilà, je vais pas partir sur ces sujets-là. La susceptibilité des gens et le contexte, très important. Alors, est-ce que dans l'humour en entreprise, il y a des sujets qui font rire tout le monde ? Est-ce qu'il y a des invariants comme ça, des trucs où tu sais que tu peux y aller, c'est tranquille ? Je pense que c'est l'humour en entreprise, pour moi, c'est beaucoup un humour d'observation. Et parfois, juste observer les situations qu'on vit tous, genre t'as une réunion de 3 heures, 45 000 slides, ça aurait pu être un mail, personne n'a pris de décision à la fin. On la connaît tous, c'est juste ils se sont écoutés parler entre eux. Là, c'est des situations, tu peux faire de l'humour sur une situation, pas sur la personne. Tu vois, t'attaques le système ou le fonctionnement, mais pas vraiment la personne. Et juste décrire les situations, tu rajoutes un chouïa de caricature. Et ça marche parce que les gens se reconnaissent. Donc ils vont me dire ah c'est trop moi ou ah c'est trop toi. Et parfois en spectacle j'ai des vannes, je me dis je vais pas les faire celles-là. Elles sont pas drôles en fait. En plateau de stand-up ça ferait rire personne. Et je les tente. Et là mais tout le monde est mort de rire parce que c'est un public d'entreprise et c'est des situations qui les font rire parce qu'ils sont justement en entreprise. Donc ça, le jargon aussi. Tu peux être dans une boîte depuis 20 ans. Il y a toujours des acronymes, tu les utilises, t'as jamais osé poser la question de ce que c'était, tu sais toujours pas ce que c'est. Et moi, j'arrive, je suis nouvelle, tu vois, je suis en train de chercher de la matière pour écrire des vannes pour eux. Et je pose les questions, je fais, ça veut dire quoi ça ? Et ils sont là. Déjà, ça les fait rire. Non, Didier, c'est pas... on sait pas en fait, on va revenir vers toi, tu vois. Et juste ça, c'est magique. Est-ce que t'as pu voir parfois des blagues, des sketchs qui ont fait une prise de conscience dans l'entreprise pour que ça bouge les choses ? Est-ce que t'as pu observer ça ? Alors, c'est tout le but de mon travail. C'est vraiment ça. C'est arriver à planter des petites graines, faire changer les choses. Attention, souvent, c'est des grosses boîtes, ça prend du temps. Mais des petites prises de conscience, comme tu dis, ça m'est arrivé. Et souvent, c'est les RH qui vont m'écrire après sur les réseaux en privé, pas sur LinkedIn où tout le monde voit. Mais ils vont me dire, écoute, suite à la vidéo que tu as faite sur, je sais pas moi, la génération Z, j'ai un petit peu plus compris et on a travaillé pour assouplir telle règle. T'as un exemple concret de prise de conscience qui s'est déroulée dans une entreprise ? Une RH qui m'a dit qu'ils avaient rajouté un jour de télétravail parce qu'ils avaient vraiment pris conscience de la santé mentale et de l'importance pour la génération Z de travailler de chez eux, pas que pour la génération Z, tout le monde, tu vois. Et ça m'avait fait plaisir. Je me suis dit, purée, mais en fait, moi, dans ma boîte, quand je bossais dans ma boîte, j'aurais pu râler tout ce que je fais. Ça aurait rien fait. Et là, je fais une vidéo et peut-être que j'ai amélioré le quotidien de quelqu'un. Et on me dit même pas merci, tu vois. Mais non, mais ça me fait plaisir. Moi, je te remercie, Adeline. Voilà. Tiens, carte de boomer. Je reçois. Dernière question pour terminer. Si on a une recette, si tu dois donner une recette pour que les communicants internes qui nous regardent puissent s'emparer de ce sujet de l'humour, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? De toujours travailler avec bienveillance et empathie. On tire pas sur les personnes, on se moque pas des personnes, on rigole de situations où on est tous ensemble en fait. Donc bienveillance et empathie, c'est hyper important. Si vous voulez faire de l'humour, faites de l'humour safe ou de l'autodérision.
sur vous, allez-y. Si vous voulez vous tirer dessus, faites. Voilà. Enfin, ça, Mais si vous êtes en position de pouvoir, que vous faites partie des privilégiés, attention. Moi, il y a des vannes, je peux pas faire. Je suis une femme blanche, hétéro, valide. Il y a des sujets. Il faut que je passe beaucoup de temps avec les personnes qui sont concernées par la situation pour pouvoir en parler. Mais il y a vraiment beaucoup de susceptibilité à prendre en cause. Testez vos vannes en one-to-one avec des personnes concernées, le public concerné. Ils vont vous dire, non, pars pas sur ce sujet-là, ou faites pas des vannes sur le sexisme, tout ce qui est diversité, handicap, agisme, neuroatypie. Attention avec tous ces sujets-là. Il y a des personnes qui souffrent derrière. Le but, c'est pas de les blesser. C'est pas la vanne pour la vanne. Non, non. Et préparez vos punchlines de rattrapage. Ça, c'est des trucs, les humoristes, on a toujours on peut rattraper les bides, et souvent, ta vanne qui rattrape un bide est plus drôle que ta vanne idéale, ta vanne de base, pardon, et voilà. C'est un bon tips, c'est un très très bon tips. Ouais. Merci beaucoup Adeline pour ton intervention. Je rappelle, un amour de chef sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Tu es très active et c'est truculent, j'adore. Moi, je passe des bons moments en regardant tes vidéos. Bref, merci beaucoup. Merci David. Et on continue avec la séquence carte blanche. Alors pour ce mois-ci, nous avons décidé de donner une carte blanche à l'AFSI, l'Association française de com interne. Barbara, que vous connaissez peut-être, nous ouvre les portes de l'AFSI pour que vous puissiez découvrir de l'intérieur les locaux, la salle de formation, comment fonctionne l'AFSI au quotidien. C'est parti, c'est la carte blanche. Bonjour, bienvenue à l'AFSI. Je suis Barbara, l'assistante administrative à l'AFSI. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire visiter nos locaux. Donc c'est ici que nous vous accueillons pour les formations, les conseils d'administration, également pour échanger, travailler sur les sujets de com interne. On a prévu également un petit coin détente pour prendre un petit café, discuter, échanger, se détendre. Donc si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. J'espère que cette visite vous a plu. Tiens, David, je te passe le relais. Merci beaucoup Barbara pour cette visite de l'AFSI. Je vous invite à découvrir l'agenda du mois. Ça se passe là-haut dans l'open space avec Stéphane. À toi de jouer. Et on continue avec l'agenda. Quel temps fort, quel rendez-vous, quelle formation dans les semaines à venir pour nous éclairer sur le programme qui arrive. Je suis avec Sarah Chahiri, responsable relations, adhérents et communication à l'AFSI. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Et on commence avec une rencontre, Sarah. Oui, tout à fait. Une rencontre sur la boîte à outils des communicants internes et sur les indicateurs de performance qui aura lieu le 9 avril prochain à Paris. Plus d'informations très prochainement dans la newsletter et sur le site. Vous en avez l'habitude et on poursuit avec un webinaire. Oui, un webinaire sur les événements impactants qui aura lieu le 27 mai prochain. Donc au cours de ce webinaire, on va vous donner des conseils pratiques, des conseils méthodologiques et également on va faire un petit panorama de ce qui se fait à l'heure actuelle sur ce thème. Et pour affiner ou renforcer votre professionnalisation, il y a les formations de l'AFSI, Sarah. Oui, tout à fait. Donc, la prochaine formation aura lieu le 2 avril prochain. C'est la formation Créer et animer un réseau de correspondants internes. Donc, c'est une formation qui vous permet de dynamiser votre réseau, d'identifier les bons relais de communication et aussi de développer vos compétences d'animateur. C'est dans quelques jours, alors ne traînez pas. Autre formation prévue? Une nouveauté qu'on vient de mettre au catalogue de l'AFSI, la formation communication de crise du point de vue du communicant interne. Donc c'est une formation qui permet d'anticiper et de gérer une crise, que ce soit du point de vue outil ou gouvernance. Et enfin, la formation structurer efficacement sa communication interne qui aura lieu sur 2 jours, comme mes doigts le montrent. 2 jours, le 20 mai et le 24 juin prochain. C'est une formation, c'est un classique de l'AFSI, structurer efficacement sa communication interne. On vous apprend à établir un plan de com efficace, aussi à mettre en place, à élaborer des indicateurs de résultats et évidemment à justifier ses choix de communication auprès de sa hiérarchie et en fonction des objectifs. Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur le site de l'AFSI. Merci Sarah. Merci Stéphane. Et c'est l'heure de la conclusion de cette émission, une conclusion que j'ai le plaisir de faire avec Guillaume Appert. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Merci d'être là, ravi de t'accueillir pour conclure cette émission sur l'humour. Alors, tu es administrateur de l'AFSI, ex-DIRCOM adjoint JC Decaux. D'ailleurs, tu as une expérience avec l'humour chez JC Decaux, tu vas pouvoir nous en parler, mais
Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission, toi, Guillaume ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'humour, c'est d'abord une intention, en fait. Moi, je trouve que l'idée, c'est pas de faire une blague ou de faire forcément rire. On recherche pas forcément à faire rire les gens. C'est de créer déjà un décalage. Et c'est ce décalage, déjà, qui peut être utile en communication interne. Et donc, c'est cette intention-là, parce qu'elle peut créer de la proximité, elle peut faire réfléchir, elle peut créer de l'engagement, elle peut aider à mémoriser même des choses par rapport à des messages de communication. Donc, pour moi, l'humour, c'est un levier très puissant, et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, mais c'est aussi un levier qui demande de la délicatesse. Ah oui. Et d'ailleurs, on le voit en cinéma, par exemple, c'est bien plus dur de faire un film comique que de faire un drame. Il y a on fait souvent plus de drames. On peut faire pleurer facilement. Que de comédie. Voilà, les comédies sont plus rares. Et sont plus difficiles, je pense, à réussir. Et donc, manier l'humour en communication interne, c'est difficile. Après, les communicants internes, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont cette connaissance extrêmement fine des publics internes. Ouais. Donc, je pense que c'est les mieux placés aussi pour manier l'humour. Et moi, ce que je conseillerais, alors ça n'a peut-être pas été forcément dit, mais moi mon expérience, c'est d'utiliser une agence, parce que l'agence, elle peut vous pousser plus loin. Parce que cette connaissance des publics internes, elle peut vous faire peut-être parfois pas aller assez loin, renoncer à quelque chose. Alors l'agence, elle peut vous tirer. Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire sur ça. Non, je pense pas, mais c'est pour ça que c'est bien que je partage cette expérience-là. Et moi, par exemple, chez JCDecaux, ça m'a aidé, je le raconterai plus tard. Et donc, ce que je trouve important, c'est que, et ça a été dit par Lise, Timothée et Sandra, c'est que l'humour, on fait pas de l'humour pour faire de l'humour. Ça demande de la rigueur, ça demande de s'insérer dans un objectif de communication, et ça demande de respecter aussi partiellement ou complètement la culture de l'entreprise, et puis aussi de s'inscrire dans un contexte. Il y a des moments où l'humour peut passer très bien, et puis où ça peut ne pas du tout être le bon moment pour faire de l'humour par rapport à certains sujets. Donc je pense que l'humour, donc pas d'humour pour l'humour, mais faut pas non plus le refuser. Donc et chez JCDecaux, tu as une expérience avec l'humour, Oui, parce qu'en fait, on s'est servi de l'humour parce qu'on avait un objectif de com, enfin, on avait un risque pour lancer le réseau social interne de l'entreprise, donc création de communautés, de comptes avec un esprit de partage. Et la culture de l'entreprise à cette époque-là était assez sage. Et on s'est dit, on va ouvrir le risque qu'on a identifié, c'est qu'on allait ouvrir le réseau social en interne, et on avait appelé ça d'ailleurs le syndrome de la piste de danse, et qu'il n'y ait personne qui vienne en fait. Et donc l'humour nous a servi à envoyer un signal en fait. Donc on a créé, là avec une agence justement, on a créé tout un univers avec un personnage qui a ouvert la danse. Ouais, qui a ouvert la danse, qui était déguisé en abeille, alors parce que le réseau social s'appelait Bi, et qu'on a mis en scène dans des situations complètement vraiment nonsense. C'était pas du Monty Python parce qu'on pouvait pas vraiment, mais c'était assez décalé pour pas dire barré en fait. Et ça a permis vraiment d'envoyer un signal aux membres du réseau social en disant lâchez-vous et venez, ça va être sympa quoi. Ouais, j'ai un sourire parce que ça ne m'étonne pas que tu aies validé une campagne un peu drôle, un peu barrée. Je trouve ça complètement aligné, donc j'adore cette idée, j'adore cette expérience. Tu as 3 recos à nous partager ? 3 recos. Alors, une première reco, c'est Rémi Babinet. Rémi Babinet, c'est un des fondateurs de BETC, l'agence de communication. Donc BETC, c'est l'agence de la RATP, d'Evian, de Canal+, enfin de plein de marques, d'Air France, d'EDF, et il a fait un livre qui ressemble quasiment au guide Michelin. Et une Bible aussi. Il raconte des campagnes, parfois même des campagnes que BETC n'a pas faites, ce qui est tout très très chic de sa part. C'est des véritables petites histoires et des véritables récits. Et voilà, en tant qu'ex-JCDecaux, donc acteur média et acteur de la publicité, qui a eu pas mal de campagnes de BETC, évidemment. C'est une reco sympa parce que ça montre aussi le caractère extrêmement artisanal et humain de la publicité. Donc, et ça se lit hyper simplement, c'est très très vivant. Un livre sur la com interne. Ah oui, un livre sur la com interne qui est sorti il y a un an ou dans l'année. C'est Valérie Perruchot-Garcia. Alors on la connaît bien à l'AFSI puisqu'en fait elle a présidé l'association il y a quelques années, et elle a complètement refondu. C'est la 3e édition de son livre, et c'est pas des recettes de cuisine parce qu'il y a des guides parfois qui se veulent très didactiques sur la communication. C'est vraiment un livre très concret où il y a du fond. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il peut être lu par quelqu'un qui est qui rejoint le métier. Très bien. Et quelqu'un d'expérimenté. Il y a des tendances, des exemples, etc. Donc c'est vraiment pour moi un ouvrage assez bien équilibré. Et un dernier livre un peu de prospective. Ouais, exactement. Mathieu Baudin. Alors Mathieu Baudin, c'est le cofondateur de l'Institut des Futurs Souhaitables.
Et là, alors la prospective, c'est forcément se projeter dans le futur, mais lui et petits camarades de l'Institut des futurs souhaitables, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le futur, d'imaginer un futur souhaitable, désirable, sympathique, optimiste, mais c'est pas faire de l'optimisme, mais c'est d'envisager à l'heure où on est dans les dystopies, dans les crises, etc., et de partir de cet imaginaire et de construire des récits, de partir de ces moments positifs et de remonter vers le présent pour construire un chemin. Donc c'est une vraie démarche aussi. Et je pense qu'en ce moment, ça peut faire du bien de dire ça. Et par ailleurs, c'est aussi, dites à l'avenir que nous arrivons, c'est aussi un podcast avec des super interviews qui sont faites par Mathieu. Et d'ailleurs, il y a dans quelques jours une avec Albert Moukébert. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Il y a une phrase que j'adore de Mathieu Baudin et de l'Institut des futurs souhaitables, c'est « Au pire, ça marche ». Alors, je ne sais pas si on peut l'appliquer à l'humour. On a vu peut-être pas complètement, il faut quand même bien réfléchir. En tout cas, j'espère que dans cette émission, vous avez pu réfléchir, éveiller peut-être cette nouvelle réflexion autour de l'humour. Ça a été un plaisir de vous la proposer. On se retrouve le mois prochain. Merci à toutes les équipes qui ont beaucoup travaillé. C'est beaucoup de travail, une émission comme ça. Yann Amon, réalisateur, Stéphane Lemonsu, journaliste, Maceo Toumba au son, Oriane Fouché, assistant production, Iman à la production également, et puis l'équipe de l'AFSI, Valentin Weber, Sarah Chahiri, Barbara Pinto, le comité éditorial, Sophie Palès, Romain Gouloumès et Véronique Souchet. Voilà, c'est tout ce monde qui construit cette émission pour vous permettre de faire la diff dans vos métiers de communicants internes. Merci, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, continuez à faire la diff. Ciao.